Vous vous êtes déjà pris la tête avec la gestion de votre base de données, l'organisation de vos appels d'offres ou votre conformité RGPD? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et c'est justement là qu'intervient 15MA, le cabinet fondé par Magali Petit. 15MA existe depuis 10 ans et accompagne chaque année une trentaine d'organisations sur 3 piliers. La collecte de fonds et le mécénat, le choix des outils de collecte et la protection des données. C'est un cabinet que je recommande personnellement pour sa rigueur, son expertise et sa parfaite connaissance du secteur. Merci à 15MA pour leur soutien au Lab du Fundraising. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur 15ma.fr. Bonjour et bienvenue dans le Lab du Fundraising, le podcast des fundraisers qui veulent passer à l'action. Je suis Stéphanie Drouin, freelance en fundraising et podcast. Ici, chaque lundi, on prend 10 minutes pour aborder une problématique concrète, partager plein de conseils applicables tout de suite et s'inspirer de retours du terrain. L'objectif, vous aider à mieux collecter, tester de nouvelles idées et vous former sans jargon ni blabla inutile. Si vous ne voulez rien manquer, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais qu'on redoute un peu, voire qu'on a même souvent laissé de côté, le RGPD. Souvenez-vous, en 2018, il fallait absolument être conforme RGPD. On a trié et répertorié des fichiers, ajouté des cases à cocher et revu nos mentions légales. Et puis, la vie a continué. Mais le RGPD, c'est un engagement sur la durée. Alors, comment faire vivre cette culture de la donnée au quotidien? Comment embarquer les équipes et faire en sorte que la conformité ne soit pas qu'une corvée administrative, mais une vraie pratique partagée? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Petit, fondatrice de 15MA, une agence de conseil en data fundraising. Bonjour Magali. Bonjour Stéphanie. Alors, on a souvent l'impression que le RGPD, c'est une contrainte, mais en réalité, c'est aussi une question de respect, voire même de politesse, comme tu m'avais dit une fois. Ouais, alors c'est vrai que le RGPD, c'est une contrainte. C'est une contrainte parce que c'est une réglementation, donc on est contraint de respecter cette réglementation. Et Dieu sait qu'elle est complexe et que encore aujourd'hui, même si ça fait 8 ans qu'elle est en application, on a encore du boulot dans les associations. Mais moi, je pense que plus le temps passe et plus les actions évoluent, je me dis que c'est d'abord une question de politesse, effectivement. En fait, c'est vraiment de la politesse que l'on a et du respect qu'on doit avoir vis-à-vis de ses publics, notamment ses prospects, ses donateurs. Si on a compris ça, on a déjà fait un grand pas parce que du coup, on l'intègre au quotidien et dans toutes les tâches, au niveau de la collecte de fonds, mais au niveau de la communication, au niveau de tous les services, qu'on considère voilà, que le donateur, finalement, c'est un client et que ce client, il faut le respecter. Et si on respecte, pour respecter ce client, la première chose qu'on doit faire, c'est respecter ses données et ses choix et sa vie privée. Donc, c'est un levier de confiance finalement parce que les donateurs ont accepté de partager leurs données personnelles. Donc, c'est aussi peut-être une façon d'améliorer la transparence dans cette relation aux donateurs. Bah oui, parce que la différence entre le secteur marchand et non marchand, c'est que dans le secteur non marchand, quand on sollicite une personne pour faire un don, on ne va pas lui donner de produits en face, on ne va pas lui donner une boîte de petits pois, on ne va pas lui donner une voiture, on ne va rien lui donner, on lui fait une promesse. Et si déjà, simplement, on ne sait pas respecter ses données et qu'on ne sait pas lui expliquer pourquoi parfois, quand elle fait un don à notre association, elle va, quelques mois plus tard, recevoir des sollicitations d'autres organisations et qu'on ne lui a pas dit et qu'on ne lui a pas expliqué et quand elle nous pose la question, on ne lui répond pas, ça crée de la défiance. Le donateur va commencer à se poser des questions et c'est là où on peut avoir certaines tensions. Donc, il faut faire attention à ça, oui. Et en termes d'engagement et de responsabilité, quel impact ça peut avoir sur les process ou même sur le choix des sous-traitants, par exemple? Alors, on a des obligations, donc on est contraint, un donateur, un prospect qui écrit à une association pour exercer un droit d'information, comment vous avez mes coordonnées, ou un droit d'opposition, arrêtez de m'écrire. On a l'obligation de lui répondre, on a l'obligation de le faire dans les 30 jours. On a l'obligation aussi d'avoir un registre qui tient toutes ces demandes, la demande, la réponse, et garder ce registre pendant 5 ans, parce qu'on peut être contrôlé de façon rétroactive par la CNIL. Après, je pense que c'est aussi du relationnel et d'être dans la politesse. Encore une fois, on en parlait, de répondre correctement à cette personne, d'expliquer les choses. Et du coup, ça implique de travailler en équipe au niveau de l'organisation pour avoir la réponse la plus correcte. Donc oui, il va y avoir le service donateur qui va devoir informer la personne de ce qu'on va faire de ces données. Donc ça veut dire que le service juridique, le DPO est impliqué. Ça veut dire aussi que le service communication, la personne qui va gérer le site internet, va devoir publier une politique de protection de données, mettre des mentions qui vont bien en dessous de chaque formulaire contact,
et cetera, et cetera. Donc c'est transversal et c'est pas simplement, le sujet, du collecteur de fonds, qui est en relation avec son donateur. Le RGPD, c'est un texte qui s'applique à tous les responsables de compte, responsables de traitement. Donc ça va être, une association, ça va être une entreprise. Lorsque, l'association, traite des données personnelles, dans la grande majorité des cas, le traitement de ces données, il se fait pas en interne, il est sous-traité. Il y a tout un écosystème autour des associations où effectivement, on va, sous-traiter, la gestion, du CRM, voilà. On va sous-traiter, la gestion de son site internet à une agence, on va sous-traiter les actions, de communication, de collecte de fonds et cetera. Donc c'est extrêmement important que, oui, le RGPD, on s'en empare en interne, mais il faut aussi que les engagements qu'on prend, les obligations qu'on a vis-à-vis de ces donateurs et ces prospects, ces engagements, ils doivent être tenus aussi par des sociétés, des fournisseurs à qui on va donner des instructions et qui vont traiter à leur tour les données. Et donc, il est extrêmement important d'avoir une procédure, guidelines, sur le fait de choisir des sous-traitants qui soient conformes. Et c'est vrai que dans le choix de ces sous-traitants, bah, maintenant, on a toujours évidemment l'aspect prix, qualité, timing, mais il faut rajouter aussi la conformité RGPD, c'est le 4e critère. Ça ne doit pas être le premier critère, c'est un critère parmi les 4 et il faut s'assurer effectivement que lorsqu'on traite des données, on s'engage vis-à-vis du donateur, donc on s'engage aussi avec tout son écosystème. Pareil pour les bénévoles, qui ne sont pas forcément des salariés de l'organisation, mais parfois les bénévoles peuvent avoir accès à des données, de bénéficiaires, de donateurs, et autres et il faut également protéger et donc avoir, des chartes, expliquer aux donateurs aux bénévoles que lorsqu'ils ont ce genre de données entre les mains, bah, ils sont, impliqués dans la conformité RGPD de l'organisation. Ouais, donc c'est pour ça que le sujet, il doit pas être, tabou. Faut pas avoir peur de communiquer en interne sur le RGPD. Alors, ça doit être un sujet qui ne doit pas être tabou du tout. Ça ne doit pas être le sujet du juridique exclusivement ou de la collecte de fonds exclusivement. C'est le sujet de tout le monde et c'est un sujet qui doit être, transverse et il faut en parler. Donc, pour en parler, ça veut dire qu'il faut faire des réunions régulièrement et c'est toujours le critère qu'il faut, intégrer dès que on lance un nouvel appel d'offres, on lance une nouvelle, campagne. On doit réfléchir: «Est-ce qu'il y a des données et qu'est-ce que je dois faire pour protéger, les données?» et donc de facto protéger les personnes derrière et ça doit être un réflexe. Alors ça commence à arriver, hein. Alors moi je suis, DPO externe pour, des organisations depuis 2018 donc voilà, ça va bientôt faire 8 ans. Les ONG qui ont commencé dès 2018 à se mettre en conformité et à vraiment à prendre le sujet, de façon, j'ai envie de dire intelligente, hein, et pas uniquement, dans un contexte, d'obligation. Bah, la maillot, elle prend. C'est-à-dire qu'on a une acculturation des équipes, il y a des bons réflexes qui arrivent. On commence à voir qu'il y a une acculturation et que le réflexe, protection des données, grandit vraiment, dans les associations. Alors aussi parce qu'on en parle beaucoup aussi dans la presse, hein. Il y a beaucoup de cyberattaques, il y a beaucoup d'amendes, il y a beaucoup de sanctions donc c'est pas le sujet uniquement, de l'association mais de l'ensemble des acteurs, en Europe. Oui, il faut avoir conscience que c'est, la responsabilité de toute l'équipe. Et alors si je résume un peu tes conseils, il faut peut-être voir le RGPD comme une opportunité et pas seulement comme une contrainte. Il faut être cohérent dans ses engagements, mais aussi, dans ses engagements avec ses prestataires et toutes les personnes avec qui on travaille. Et puis entretenir la culture RGPD dans l'équipe presque au quotidien finalement. C'est des réflexes à avoir, oui, c'est du quotidien. Enfin, ça va dépendre évidemment des services, hein, mais service relations donateurs, c'est tous les jours, et les autres peut-être parfois un peu moins parce qu'on n'est pas, voilà, tout le temps en contact direct ou on n'organise pas tout le temps forcément des événements, des colloques, des galas et voilà, mais ça doit être un réflexe qu'on doit avoir et puis vraiment, avoir le réflexe aussi de ne pas avoir peur des demandes, de bien comprendre les demandes, parfois les demandes des donateurs, là, on arrive en fin d'année. Ils vont recevoir plein de prospections, plein d'appels à dons, ils vont être énervés, il faut vraiment répondre à chacun et surtout se dire et d'ailleurs les services relations donateurs dans les organisations le font très bien, alors pas forcément au motif du RGPD, mais ils le font parce que c'est du relationnel. Quand vous avez un donateur qui est mécontent, qui est exaspéré parce qu'il a reçu, 30 mailings en l'espace de 3 semaines et qu'il n'en peut plus, il faut vraiment l'écouter, il faut vraiment répondre. Si on n'arrive pas à communiquer par mail avec lui, c'est de l'appeler et ça désamorce. Et je peux vous assurer que votre donateur, si vous le traitez bien et si vous répondez correctement à sa demande et si vous expliquez aussi pourquoi, quand il demande: «Bah, effacez mes données», à dire: «Bah, oui, mais on peut pas parce que vous avez fait un don, il y a moins de 6
suffisant, donc on doit le garder parce que si on a un contrôle, on doit pouvoir prouver qu'on a émis un reçu fiscal, mais qu'en face, il y avait bien un don réel. Enfin, quand on lui explique, le donateur, il part pas, hein et moi, j'ai déjà vu dans certains cas, un donateur qui, spontanément refaisait un don, suite à un appel. Pourtant, il était pas du tout, il était pas content, hein, au début de la conversation. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, ouais. Ouais, on revient à la notion de respect justement. Bah, merci Magali pour tes conseils. Bah, de rien. Merci d'avoir écouté le Lab du Fundraising. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous au podcast pour retrouver chaque lundi de nouvelles idées et de nouveaux conseils. Et si vous voulez soutenir le Lab, laissez un avis sympa et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou partagez l'épisode autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.